Balafon FM. L'hôpital La Quintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions. Mais ce samedi, ce n'est pas un spécialiste, ce sont deux spécialistes pour répondre à nos préoccupations. On parle ce jour d'innovation et d'éclairage sur la procédure de levée de corps. Oui, vous l'avez bien entendu. Innovation et éclairage sur la procédure de levée de corps. À l'hôpital La Quintini de Douala, c'est la thématique en ce 21 février 2026. La Quintini avec vous sur Radio Balafon, vous l'aurez compris. C'est donc le démarrage à l'instant. Deux invités, deux spécialistes. Emmanuel Timba, chef service de la Thanatopraxie, et puis Yingwe Amadou qui est major du côté de l'hôpital La Quintini de Douala. Pour tout nous dire, ce matin, ils sont des nôtres. La Quintini avec vous, vous le savez, c'est une coproduction hôpital La Quintini de Douala, Radio Balafon. À la supervision, c'est le directeur de l'hôpital La Quintini de Douala, le docteur Marie-Solange Ndomé-Bonguet. À la coordination, Georges Sémé, comme tous les samedis, il officie. La partie technique assurée ce matin par Ben Agi. À ce micro de présentation, Gertrude Fernand Bidjoka, madame, monsieur, merci infiniment d'être des nôtres. Au 6 50 25 25 50, vous pourrez échanger bien sûr avec nos invités. Ils pourront vous répondre à toutes vos préoccupations, bien entendu en lien avec la thématique du jour. Et je m'en vais tout de suite accueillir nos invités. Emmanuel Timba, chef de service de la Thanatopraxie. Bon matin. Merci Gertrude Fernande Bichoka. C'est un plaisir pour la première fois de venir dans votre studio. Merci. C'est un plaisir partagé. Nous sommes heureux de vous compter dans nos murs ce 21 février. Vous n'êtes pas seul, nous le disions. Yingwe Amadou est également avec vous. Major, bon matin. Bonjour, Madame Gertrude. Merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, vous aussi. Alors, avec vous, on parle d'innovation, on parle d'éclairage sur la procédure de levée de corps. On le disait il y a un instant. Alors, Emmanuel Timba, on l'a dit, vous êtes le chef de service de Thanatopraxie à l'hôpital La Quintini de Douala. Et nous vous accueillons bien sûr pour la première fois sur ce plateau. Alors, afin d'éclairer la lanterne de nos auditeurs et bien sûr followers, parce que ce qu'on va préciser, c'est que l'émission est également en direct sur la page Facebook Radio Balafon. Alors, qu'est-ce que la Thanatopraxie ? Merci Gertrude Fernande. Avant de répondre à votre question, je me permets déjà de m'obliger à dire merci à Madame directeur de la Quintini qui a permis, c'est pas tous les jours que le service de Thanatopraxie vienne ici présenter ce qui s'y passe là-bas et surtout dissiper tous les malentendus. Je dirais également merci à Monsieur Cyril Bogico pour cet accueil et surtout ces belles installations. Et également, j'oublierai pas l'équipe en place ainsi que les auditeurs, les différents followers et également un petit coucou au personnel de l'hôpital La Quintini et particulièrement à nos thanatopracteurs qui, je suis certain, sont en train de nous suivre. Si j'ai donc planté ce décor, je pourrais dire la thanatopraxie de façon étymologique, c'est deux racines. Thanatos qui signifie mort, trépas. Et Thanatos également aussi fait allusion au dieu de la mort dans la mythologie grecque, qui est aussi
la sœur jumelle de hypnose qui veut parler de Dieu du sommeil. Donc, et quand on dit praxis, c'est beaucoup plus dans la pratique, dans l'opérationnalité des choses. Donc, de façon littérale, quand on parle de thanatopraxie, c'est une action de pratiquer, d'exécuter sur un corps. C'est-à-dire que pratiquer concernant la mort ou opération sur le corps. Autrement dit, on peut dire que la thanatopraxie, c'est un ensemble de techniques, des soins de conservation et de présentation appliqués au corps d'un défunt, visant à retarder la décomposition ou assurer l'hygiène et restaurer une apparence naturelle et apaisée pour le deuil. De façon simple, c'est dire, le thanatopracteur est donc ce technicien qui fait, par sa technique, arranger le corps de façon que le jour de la levée, ce corps soit présentable. Merci. En peu de mots, on pourrait dire que thanatopracteur, c'est le nom nyanga de Morgué. C'est cela? Ce serait juste? Non, ça ne sera pas juste. Non. Ça ne sera pas juste parce que quand c'est différent de Morgué. C'est quoi le Morgué? Le Morgué, donc, entre guillemets, c'est celui-là qui a été formé dans le tas, qui n'a pas forcément une formation de thanatopracteur. Le thanatopracteur, c'est un diplômé qui a fait une formation et qui est sorti. Le Morgué a un travail beaucoup plus dans le sens de, pas de traiter le corps, pas d'aller dans les profondeurs. C'est beaucoup plus soit laver, soit faire de maquillage. Mais quand on parle de techniques de conservation ou de techniques de traitement, c'est le thanatopracteur qui agit en ce temps-là. Et voilà qui permet d'en savoir davantage sur cet univers-là. Yingwe Amadou, Major, quel est le rôle précis d'un Major en thanatopraxie? Merci. Je joins ma voix à celle de monsieur le chef-service. Je salue aussi mes chers collaborateurs, les thanatopracteurs de l'hôpital Akintini de Douala. Et le rôle précis d'un major de la thanatopraxie, le major est chargé de superviser de préparation et de conservation de corps. Et le major est chargé d'assurer la qualité et la sécurité de soins de conservation. D'accord. Et en plus, le major est chargé aussi de gérer et de coordonner les équipes de thanatopraxie. Merci. Alors, Sœur Timba, pouvez-vous nous présenter ce service-là dont vous êtes le chef, le service de thanatopraxie de l'hôpital Akintini de Douala? Alors, le service de thanatopraxie, je le présenterai en 3 ou 4 étapes. Déjà, il faut déjà relever que le service de thanatopraxie est l'un des services les plus fréquentés de l'hôpital Akintini et le plus important. Et c'est également aussi un service qui appartient à un département qu'on appelle le département des soins et services pluridisciplinaires de DESPLUD. À la tête de ce département, il y a un chef de département, Dr Ngambi, à qui je fais un coucou. Donc, au niveau de cette thanatopraxie, nous avons premièrement les ressources humaines. Nous avons à peu près 23 personnels. Il y a un major qui est là. Il y a 13 thanatopracteurs qui sont répartis en équipe. Il y a une secrétaire, 4 techniciens de surface. Il y a un contrôleur et 2 vigiles, ce qu'on appelle les agents de sécurité. C'est à peu près, évidemment, chapeauté par le chef-service. Ça nous fait 23. Alors, au niveau de l'équipement ou au niveau de nos installations, en ce qui concerne les bâtiments, nous avons 3 types de bâtiments. Il y a le bloc qui est le bloc administratif où vous trouvez le bureau du major, celui de chef-service, la salle d'accueil avec le secrétariat. Vous trouvez également aussi une salle réservée pour les gardes. Du côté technique, il y a les chambres froides, il y en a 4. Il y a une salle de dégivrage, une salle de lavage. Il y a également une salle de préparation où on fait la mise en bière et le maquillage et tout le reste. Également, le troisième bloc est le bloc on peut l'appeler le bloc
les usagers voient beaucoup plus le côté visible. Il y a les salles de recueillement, ce qu'on appelle les salles de levée. L'hôpital en a 3. D'accord. La plus petite a une capacité de 50 places, la moyenne a une capacité de 100 places et la plus grande a une capacité de 500 places. Nous avons également aussi, de ce côté extérieur qu'on voit, nous avons une salle VIP. C'est un salon, un salon VIP qui généralement reçoit nos invités spéciaux, les rangs des ministres, des directeurs généraux et tout. Et Dieu seul sait combien on en reçoit quand il y a des levées chez nous. Et également aussi, il y a des vestiaires pour les pasteurs et également aussi des toilettes pour les usagers. Voilà un peu de façon globalisée comment est-ce qu'on peut présenter notre service. Je reviendrai s'il y a des questions plus approfondies. Bien sûr. Major Yingwe, racontez-nous le quotidien qui est le vôtre, précisément concernant l'accueil des usagers et l'organisation du travail. Merci. Concernant l'accueil des usagers et l'organisation du travail. Au niveau de l'accueil, nous accueillons des familles avec de respect et de compassion. Et nous fournissons des informations claires sur les procédures des entrées et des sorties. Et nous collaborons. Oui, vous collaborez avec des familles. C'est terminé. Alors, ok, Major Yingwe, alors on reste avec vous. Dites-nous combien de levées de corps le service de thanatopraxie enregistre peut-être par semaine, par mois. Quelle est la fréquence de l'activité de ce côté-là? Merci. Concernant les levées par semaine, et ça varie. La moyenne, c'est entre 30 et 35 par semaine. Et par mois, la moyenne, c'est entre 180 et 195. Ça, c'est la moyenne. Alors, ce qu'on va noter, c'est que toutes ces levées-là, il ne s'agit pas que des décès enregistrés à l'hôpital La Cantini de Douala. C'est également des corps qui viennent d'ailleurs. Sr Timba, quelle est la procédure exacte de levée de corps à l'hôpital La Cantini de Douala? Alors, en ce qui concerne la procédure de levée de corps à La Cantini, il faut noter quand on parle de retrait de corps, il y a premièrement une documentation qu'il faut présenter. Déjà, en ce qui concerne la documentation, le certificat de genre de mort, le permis d'inhumer, et éventuellement, il y a des documents qu'il faut présenter, ce qu'on appelle sur la facture 0, c'est ce qu'on appelle le récépissé d'admission de corps. Et ce récépissé, normalement, c'est le responsable du corps. On entend par responsable celui qui est le dépositaire du corps. À l'admission du corps, il y a un dépositaire qui fournit sa pièce d'identité et son nom est dans le système. C'est lui qui est le représentant, l'interface entre l'hôpital et la famille. Et éventuellement, pour éviter des situations compliquées, l'hôpital a suggéré également qu'il y ait un suppléant au cas où le principal a des soucis. Ça veut donc dire que 10 jours avant, le jour de la levée, la famille est tenue de se présenter au service, rencontrer le major et solliciter donc la sortie du corps. Je dis bien 12 jours avant. Effectivement, le major a la possibilité de faire ce qu'on appelle une cotation. Une cotation des éléments de paiement par rapport à la sortie. Avec ces éléments de paiement, le patient se rend juste à côté puisque la direction nous a facilité la tâche en mettant une caisse juste à la guérite de l'entrée de notre service où on peut facilement faire toutes ces procédures-là. Le but, c'est quoi? C'est que pour faire les procédures en ce qui concerne les paiements, que ça soit pas assez long, que ça soit assez rapide. Donc ça se passe comme ça. Après, on va à la pharmacie pour récupérer un document qu'on appelle quitus de pharmacie, qui montre qu'il n'y a pas de dette en pharmacie. On se dirige à la direction également pour ce qu'on appelle le visa de la direction. Tous les corps qui sortent, il y a toujours un visa de la direction. Et la personne revient à notre niveau pour faire ce qu'on appelle la programmation. Nous programmons donc le jour et l'heure. Une petite parenthèse, c'est que nous rencontrons, peut-être on va arriver après, beaucoup de familles arrivent vers nous pour parler de retrait de corps quand
ils n'ont même pas encore... ils ont déjà fixé le programme au quartier. Ils viennent faire des paiements. Ils ne sont pas sûrs, ils n'ont pas déjà respecté les 10 jours et ils ne sont pas sûrs que l'heure et le jour qu'ils veulent est encore libre. Or, le mieux serait de faire quoi? Ça serait d'abord de venir faire des paiements, se rassurer que l'heure et le jour que nous voulons est libre avant de programmer à tout le monde que c'était le jour. Nous rencontrons cette difficulté-là. Quand la famille revient donc également et tout, on leur demande effectivement de déposer à la veille le cercueil uniquement. Si c'est un jeudi, ils déposent ça le mercredi entre 16h et 17h30. Si c'est le vendredi, même chose à la veille. Et 4 heures avant la jour de levée, c'est-à-dire que si le corps sort à 10h un jeudi, à 6h, il faut déjà être là. Avec quoi? Avec les vêtements, le nécessaire de toilette et la présence obligatoire du responsable. Parce que c'est lui qui procède à l'identification du corps. C'est très important. On est confronté souvent où il est malade, il n'est pas indisponible et tout. Mais s'il y a un second, on peut souvent pallier à cette situation. Mais on prend la peine d'appeler le principal pour nous rassurer qu'effectivement, il n'y a pas de souci. Et effectivement, quand on finit donc cette identification, nous passons donc à la phase de lavage, d'habillage, de mise en bière. Et la mise en bière se fait toujours et toujours en présence de la famille. Et nous attendons donc la suite. Après la mise en bière, la suite c'est pour aller dans le recueillement, dans les salles de recueillement. Et après les salles de recueillement, il y a donc un corbillard, une voiture affrétée pour aller avec le corps. Voilà un peu de façon brève comment se passe la procédure de levée de corps. Mais nous sommes là s'il y a d'autres préoccupations. Préoccupation justement d'un internaute, un patient décédé à l'hôpital La Cantine de Douala. Est-ce que c'est une obligation pour la famille de garder le corps à la morgue de l'hôpital La Cantine de Douala? Pas forcément. La famille est libre de garder ou de faire sortir le corps. Dans la procédure, quand quelqu'un décède à l'hôpital La Cantine, la procédure dit qu'il y a un délai de 30 minutes à 1 heure dans la salle. Surtout que si c'est des salles à plusieurs personnes, il faut ramener le corps au hall, accompagné des gens de la famille au hall. Le hall, ce n'est pas la chambre froide. C'est un espace réservé pour attendre la décision finale de la famille. Voilà. Beaucoup de gens croient que le hall, c'est la chambre froide. Que non. Il faut qu'on fasse ce distinguo. Donc, la famille n'est pas obligée de garder le corps à l'hôpital, même quand bien cette personne est décédée à l'hôpital La Cantine. Elle est libre. Et pourquoi j'ai été forcée de payer alors que je ne gardais pas le corps de ma mère à... Bon, ça, c'est la préoccupation de cet internaute qui semble faire comprendre que il lui a été demandé de payer même ses frais de morgue, même s'il entendait d'aller garder le corps ailleurs. Je voudrais qu'on lève tout équivoque et qu'on est là pour restaurer et éclaircir comment ça se passe à l'hôpital La Cantine. D'accord. Je voulais expliquer ceci. Quand, je l'ai dit tantôt, quand le corps arrive au niveau du hall et la famille est présente, on ne peut rien faire tant que la famille n'a pas encore décidé. Il y a aussi une durée au niveau du hall. On ne peut pas garder un corps au hall une éternité. On a 3 heures pour que la famille se décide. Auquel cas on peut arriver à quelque chose d'irréversible. Le corps peut avoir des situations après. Mais généralement, il peut arriver que pendant que la personne décède dans un service, les responsables de ce service font appel à la famille. Je vous assure que la famille n'est pas souvent là. Et le corps ne peut pas rester dans le service pendant longtemps. Il est le devoir du service de ramener le corps d'abord au niveau du hall. Et à la morgue, on continue à appeler la famille. Passer tous ces délais, qu'est-ce que nous devons faire? On est obligé de tirer une facture pour conserver le corps. C'est en ce temps donc que, quand on a tiré, ça engage certains frais. Je crois que ça doit être peut-être le cas. Mais quand on n'a pas enregistré un corps dans une admission à la morgue, on ne paye rien. Nous faisons ça tous les jours. Et on ne peut pas tirer une facture contre la vie de la famille. Quand elle est là, dès qu'elle décide qu'elle part avec le corps. Mais je crois que le cas de cet internaute, sûrement on a attendu les
les délais se sont expirés, on était obligé de garder. Ils sont arrivés bien après. On a souvent des cas comme ça. Ah, d'accord. C'est peut-être en tout cas, l'auditeur peut revenir d'ailleurs en direct aussi 50 25 25 50 si ce n'est pas suffisamment clair, peut-être pour d'autres détails. Sir Timba pourra davantage expliquer. 6 50 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger donc avec nos invités, nos spécialistes ce matin, avec qui nous parlons d'innovation et d'éclairage sur la procédure de levée de corps. Justement, parlons d'innovation. Emmanuel Timba, que doit-on savoir ce matin? À ce qui concerne l'innovation à l'hôpital Lakentini... Peut-être avant d'arriver aux innovations, je vais malheureusement vous couper. On prend le premier auditeur qui s'impatiente, nous fait savoir la technique. Allô, bon matin. Bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Bienvenue. Je suis Valentin Morabito. Nous appelle d'où? J'appelle de Douala, précisément, quartier Denver. Bienvenue Valentin, les médecins, les spécialistes, j'allais dire, vous écoutent. Alors, je voudrais tout d'abord apporter un témoignage sur cet hôpital qui est l'hôpital le plus mythique de la région du littoral, qui hier, lorsqu'on l'évoquait, faisait peur. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'inclinaison que je veux témoigner à tout le service administratif, à tout le personnel de l'hôpital à Kentini, où ma maman est décédée après 13 jours de séjour. Je voudrais leur tirer un coup de chapeau pour tous les efforts qu'ils ont consentis, de l'administration aux plus petits collaborateurs, pour que ma maman puisse retrouver la santé. Malheureusement, l'Éternel en a décidé autrement. Ils sont à l'écoute. Je voudrais féliciter tous les services qui ont contribué, par lesquels ma maman est passée. Et je voulais tirer un coup de chapeau à l'administration de l'hôpital Kentini. Je vous remercie. D'accord. C'était simplement un témoignage, Valentin. Alors... Oui. Je mourrais d'envie de le dire. Ça fait 3 ans que maman est partie. Depuis lors, j'ai eu des amis là-bas qui ont eu des parents. J'ai assisté à des mises en bière. Tout est irréprochable. Honnêtement, la perfection n'est pas humaine. Mais quand on voit les efforts qui sont mobilisés pour que la santé et surtout l'humain soit mis au devant, je pense que quand c'est bon, il faut le reconnaître aussi. D'accord. Voilà. Merci Valentin pour ce témoignage. Le coordinateur Georges Sémé l'a très bien entendu et je pense que si Madame le directeur est empêchée, il se fera le devoir de rendre fidèlement compte. Bonjour à vous, bonjour Georges. À mes collègues, M. Timba et M. Lingwe. Bonjour aux auditeurs et followers. À M. Valentin Morabito, je transmettrai fidèlement ce que vous avez dit à Madame le directeur qui est d'ailleurs à l'écoute. Et j'aimerais vous dire que nous compatissons à votre douleur. Ça fait 3 ans, c'est vrai, mais nous imaginons que la douleur est encore très vive. Et avec cette expérience, votre expérience et d'autres expériences, au jour le jour, nous améliorons la qualité de service dans tout l'hôpital, pas seulement au service de thanatopraxie, mais le service de thanatopraxie, comme le disait M. Timba tout à l'heure, est un fleuron pour nous. C'est un endroit où il y a beaucoup de peine et où il faut humaniser l'accueil, humaniser la qualité de traitement des corps, mais surtout rendre l'infrastructure encore plus accueillante. C'est pour cette raison qu'avec la vision de l'actuel directeur, nous avons mis tous les moyens en termes d'accueil, en termes d'accompagnement et en termes d'infrastructure pour que les familles et les usagers qui arrivent reçoivent le meilleur service qu'ils soient. Et je pense que vous faites partie de ceux-là qui ont reçu cette qualité de service améliorée. Une fois de plus, nos hommages. Alors, je me retourne rapidement vers vous, Emmanuel Timba, parce qu'on s'achemine vers la fin de ce programme. Alors, on parle d'innovation au service de thanatopraxie dont vous êtes le chef. Que doit-on savoir à propos de ces innovations? Alors, par rapport aux innovations, je peux vous dire d'entrée de jeu, depuis que le nouveau Thomas Mandela, nous sommes le chouchou quand même. On fait même des jaloux à l'hôpital. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un petit souci, je vous assure que
c'est réglé à l'immédiat. Alors, comme première innovation, il y a une extension en ce qui concerne les chambres froides. Il y a une chambre froide qu'on a réhabilitée totalement et du coup, ça a augmenté la capacité d'accueil. Il y a également la salle de dégivrage qui n'existait pas et la salle de lavage qui ont été totalement aussi vraiment tunées et tout. C'est-à-dire que les corps maintenant, quand on fait le tirage à la veille, il y a une salle de dégivrage qui permet que le lendemain, le corps soit facile à manipuler, facile à faire des soins et tout, de l'habillage et tout le reste. Et vous allez voir que cette salle est impeccable. Même la salle de lavage, on a augmenté les paillasses. Il y en avait 2. Maintenant, il y en a 3. Et également aussi, au niveau de l'innovation toujours, nous avons une signalétique. Dès l'entrée de la Thanato, vous allez voir une plaque. Et quand vous entrez, il y a une signalisation des directions. Et devant chaque porte, tout est bien inscrit. Et évidemment, nous faisons de mieux pour respecter le bilinguisme. De ce côté, c'est écrit en français et en anglais. Comme innovation également aussi, nous avons notre plus grande salle de levée, celle de 500 places, où il y a déjà un pianiste qui accompagne les familles avec la chorale et tout. Ça, c'est une valeur ajoutée. Et également aussi, il y a une enseigne lumineuse qui éventuellement donne des informations et présente les condoléances aux familles. Nous pouvons également dire qu'il y a des hôtesses aussi qui font l'accueil, la présence des hôtesses. Même la sécurité également est renforcée. Et pour gérer le flux au niveau des entrées et tout, on a un système de gestion des admissions qu'on a mis en place. D'accord. On va prendre le tout dernier avant de nous séparer ce matin. Allô, bon matin, comment je vous appelle? Allô, bonjour, je m'appelle Joël. Nous appelle d'où? Je vous appelle de Boya. Bienvenue, les spécialistes ce matin vous écoutent. Ok, déjà beaucoup de courage et bonjour à tous les spécialistes et à tout le panel. Ma question sera, je vais dire, de plusieurs volets. Je voudrais d'abord savoir quelle école on peut faire pour devenir anato, je n'ai pas bien suivi le nom. Thanatopracteur. Thanatopracteur. Oui, quelle école on peut faire pour combien d'années? Ensuite, une autre question. J'ai eu à assister à un enterrement et c'était un corps par accident. Et le sang coulait un peu de partout. Je voudrais savoir, il n'y a-t-il pas une manière de pouvoir coaguler le sang lors de vos travaux, de telle manière qu'on ne puisse pas assister à ça, puisque ça mettait un peu les gens mal à l'aise. Ensuite aussi, ma dernière question, je voudrais savoir, est-il vrai que souvent mystiquement, il y a des choses qui se passent dans votre service dans les nuits, ou bien il y a des gens dans les loges qui viennent faire certaines pratiques? Je me base surtout sur la plupart des bouquins que j'ai eu à lire qui parlaient un peu du truc du genre. Les gens font des trucs mystiques, ils partent là-bas, ils ont des rendez-vous. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Parfaitement. Bon, vraiment, merci beaucoup. Nous restons à l'écoute. Merci bien. Et c'est au pas de course qu'on va évacuer ces préoccupations-là. Major Hamadou, le temps de formation pour être un thanatopracteur. Merci. Concernant la thanatopraxie, en fait, les thanatopracteurs, il y a une école de formation. Il y a une école de formation publique à Yaoundé, à l'hygiène mobile. Et il y a aussi les écoles, les centres de formation privés. D'accord. Presque partout dans les régions, même ici à Littoral, il y a une centre de formation pour les thanatopracteurs. Donc, thanatopracteur, c'est combien d'années la formation? La formation, c'est 1 an de formation. Et le niveau, c'est avec le niveau de BEPC, pas le probatoire et BAC, c'est le niveau de BEPC, c'est 1 an de formation. D'accord. Merci. D'accord. Peut-être on va aller vers les 2 autres préoccupations. Emmanuel Timba qui sourit avant de prendre la parole. Je ne sais pas, ces préoccupations, elles font rire. Non, il ne faut pas rire, c'est sérieux. C'est sérieux. Je n'ai pas vraiment compris la deuxième. Il parlait d'un corps et le sang coulait. Je n'ai pas très bien saisi. Bon,
il a assisté à des obsèques où le corps saignait et ça a mis les gens mal à l'aise. Bon, c'est vrai que on aurait peut-être dû demander si c'était à la morgue ou pas. Non, ou alors ça s'est passé, ça s'est produit à la morgue aux urgences ou à la maison quand on est parti avec le corps, parce qu'il demandait s'il n'y a pas quelque chose que le thanatopracteur peut faire comme soin sur le corps pour que ce corps cette personne décédée par accident, son corps n'ait pas à laisser du sang couler. Je pense que c'était ça sa préoccupation. Bon, ce que moi je peux dire, peut-être le major va compléter. Je sais que les corps accidentels, on en reçoit assez souvent, mais ce genre de figure, non. Effectivement, quand on fait les levées et tout, toutes les précautions sont prises. Même s'il faut acheter du matériel pour faire des bandages et tout est là, que ce soit à la tête, aux pieds. Il n'y a pas de ce côté. On veille à cela. Et il y a également aussi nos cercueils qui ont du zinc, c'est systématique. Voilà, même s'il y avait... C'est vrai qu'il y a des liquides, mais pas de sang. Ça peut avoir que, Justement, c'est... Oui, mais pas du sang, mais tout est hermétique. Sincèrement, je ne sais pas si Michel Mado peut compléter. Alors, peut-être qu'on va sortir aussi avec la dernière préoccupation, à savoir, est-ce que c'est vrai que au niveau de la morgue, vous recevez des personnes aux pratiques douteuses qui viennent se ravitailler ça sur des corps? Alors, en ce qui concerne l'hôpital La Quintini, sans chauvinisme, sans parti pris, depuis que nous sommes là-bas, je vous assure que tout est mis en place pour que ce genre de truc n'arrive pas. Si d'aventure ces choses arrivent, où il y a toute une procédure, on saisit directement la hiérarchie, qui à son niveau aussi saisit le poste de police et tout, mais à ma connaissance, nous n'avons pas eu ce genre de cas. Maintenant, je veux dire que, est-ce que quand on est là-bas, il y a des trucs bizarres et tout ça là, pas en notre connaissance. C'est vrai que c'est un peu l'imaginaire populaire, parce que les gens disent souvent qu'il faut cogner, machin. Non, je ne crois pas. M. Timba, lui, ne cogne pas, il entre. Voilà, il n'y a pas toutes ces choses-là et tout. On est venu travailler, full stop, après on rentre à la maison. Juste pour rajouter à la suite de M. Timba que le service de thanatopraxie de l'hôpital La Quintini est couvert par 5 caméras au moins, avec des moniteurs de contrôle qui sont logés jusqu'au bureau du directeur. Et il n'y a pas moyen d'organiser des pratiques. Et parmi les organes qui sont conservés à la thanatopraxie, parfois il y a des jambes, il y a des doigts, il y a des placentas. Donc je vous assure que c'est entièrement sécurisé et les populations peuvent faire confiance à notre service de thanatopraxie. Point final à cet autre numéro de la Cantini avec vous, messieurs Emmanuel Timba, Yigwe Amadou, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Georges Sémé également. Merci de nous accueillir tous les samedis. Point final donc à la mise en onde de Ben Agi qui officiait. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir été des nôtres. Merci surtout de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Nous donnerons rendez-vous samedi prochain, si Dieu le veut, pour un autre moment d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Cantini de Douala. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon week-end. Radio Balafon.